Mesdames et messieurs, bienvenue dans Passerelle. Derrière moi, l'ensemble Château Collégial. Image carte postale de Neuchâtel, signe de prestige également pour la ville. Aujourd'hui, la collégiale est entourée d'échafaudages qui auraient pu en fâcher plus d'un en ces temps de festivités du millénaire. Et pourtant, cet amas métallique, de poutres et de passerelles, est devenu l'occasion de redécouvrir la collégiale pour les archéologues, historiens et visiteurs sous un angle nouveau le long de ses murs extérieurs. Des échafaudages comme papier cadeau, voilà l'emballage qui entoure la collégiale en plein millénaire de Neuchâtel. Un amas de poutres et de passerelles pour accueillir architectes, archéologues et restaurateurs qui partagent une même impression, celle de vivre un moment historique 150 ans après la dernière restauration. Lorsque nous avons pris conscience que les travaux de restauration ne seraient pas terminés en 2011 pour les festivités du millénaire, s'est posé la question de savoir si nous allions maintenir ou pas les échafaudages sur le bâtiment. Et après une grande réflexion, je dirais, on a décidé de faire de cet inconvénient pour la vue du bâtiment, nous avons décidé d'en faire un avantage, c'est-à-dire d'offrir à la population, au public, la possibilité de voir le bâtiment d'une manière différente. J'ai vu aujourd'hui qu'il y avait plein de petites têtes partout, qu'elles ont souvent des têtes d'animaux. Puis surtout ce que j'ai retenu, c'est qu'il y en a un qui a une tête humaine, et puis c'est Mathieu. Ça m'arrange parce que je m'appelle Mathieu. Alors voilà, c'est celui qui a la tête humaine. Les autres, c'est des taureaux, des lions, tout un bestiaire. Puis des fois, ça représente les forces du mal qui nous environnent. Moi j'ai fait de l'histoire de l'art, donc il y avait beaucoup de choses que je connaissais un petit peu. C'était plus de la découverte pour moi, mais voilà. c'était intéressant. C'était surtout histoire de voir plus en détail ce qu'on ne peut pas voir d'habituel, comme on est au sol. C'est vrai que voir ces statues à 30 mètres du sol, on les voit pas forcément depuis en bas. Et puis c'est assez rigolo de voir toutes les petites marques lapidaires aussi. Comme ça on voit tous ces sculpteurs qui ont mis à chaque fois leurs petites marques pour dire je vais te payer aujourd'hui, j'ai fait 4 pierres, je suis super content. Alors c'est une chance énorme parce que ça se produit environ tous les 150 ans, des restaurations de ce type-là. La prochaine, j'y serai pas, donc on essaye de faire un maximum, et en particulier de répondre à des questions auxquelles on ne pouvait pas répondre avant, comme qui ont trait à des choses beaucoup plus larges que le seul bâtiment. L'organisation d'un chantier de la fin du XIIe siècle, c'est quelque chose qui est extrêmement mal connu, et la collégiale, là, est susceptible d'y répondre. Alors vous voyez ici, on voit très bien une évolution d'un chantier à l'autre, avec un premier chantier qui utilise des marques de tâcherons très claires pour organiser le chantier. Et puis, par la suite, ces marques disparaissent, ce qui signale très clairement le passage à une autre organisation de chantier. Voilà, ce qui est passionnant, en tout cas extrêmement touchant sur un bâtiment comme celui-là, grâce à la pierre jaune, qui est une excellente pierre, c'est qu'on a gardé l'ensemble des traces de taille. Non seulement les marques de tâcherons que vous avez là, mais en plus, vous voyez tous les coups donnés par l'ouvrier pour tailler cette pierre. Et on a les millions de coups donnés par des dizaines d'ouvriers pour monter ensuite ces pierres et pour construire ce gigantesque bâtiment. Donc on passe vraiment là de l'architecture à la main humaine, ce qui est un côté particulièrement touchant à mon sens. On y voit aussi un troisième chantier tout en haut, chantier beaucoup plus récent, caractérisé par des marques de taille, elles, complètement différentes. Donc avec ça, on arrive déjà à déterminer 3 époques importantes de construction du bâtiment. Ça, c'est toujours un point vraiment compliqué que le chantier a rencontré, c'était la statique. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué grâce à ces échafaudages? Alors je crois que c'est de pouvoir approcher d'aussi près les sculptures. Depuis le sol, on voit des masques du XIIe siècle, mais de près, quand on voit la qualité des détails, c'est évidemment quelque chose d'exceptionnel. Puis se dire qu'il faudra probablement de nouveau attendre 130 ou 150 ans pour avoir le même type d'accès, ça fait quelque chose quand même. Collégiale, objet de travail, mine d'or pour les archéologues et historiens. Tous ces petits modillons et statuettes avaient ainsi un sens et une fonction pour les croyants du Moyen-Âge. Représenter les peurs et les péchés humains, séparer l'intérieur sacré de l'Église et l'extérieur, rempli de monstruosités, ou encore évoquer la résurrection. Comment on doit interpréter ces environ 100 modillons? Ces modillons qui sont décorés avec des têtes, soit humaines, soit d'animaux, un bestiaire, une image, un miroir quasiment du monde, avec tous ces rêves, tous ces peurs, tous ces
toute la psychologie humaine. Par exemple, derrière moi, c'est ici, voilà, de côté, il y a un lion. Et le lion peut être un symbole pour la force, peut être un symbole positif, peut être un symbole pour la résurrection. Ça, je n'ai pas dit aux visiteurs parce que j'ai oublié. Un symbole pour la résurrection parce que la lionne va mettre au monde des bébés morts. Et le lion va aspirer, après 3 jours, le petit, selon les mythes du Moyen-Âge, et ça va reprendre la vie. Modillon d'époque romane, gargouille du 19e siècle, sans oublier la pierre jaune d'Autrive, la collégiale est un véritable symbole pour beaucoup de Neuchâtelois. Les élus politiques de la ville l'ont bien compris. En juin 2008, ils accordent un crédit de plus de 8 millions de francs pour la première étape de restauration extérieure qui débute en 2009. L'ensemble des travaux devrait avoisiner au final les 30 millions de francs et se terminer en 2020 avec la rénovation intérieure du bâtiment et les aménagements extérieurs. La collégiale est un monument parmi les plus prestigieux du patrimoine culturel et historique neuchâtelois. Il est reconnu d'intérêt national par la Confédération. Plus de 8 millions, dont la moitié pris en charge par la ville, un quart par le canton, un quart par la Confédération. C'est notre responsabilité de prendre soin de ce patrimoine et de pouvoir le léguer aussi aux générations futures. C'est un témoin de notre histoire collective. Cette collégiale, je dirais, représente beaucoup de choses. C'est déjà beaucoup d'expériences plus jeunes. Lorsqu'avec des amis, on montait au château, passait des soirées. On n'avait pas beaucoup d'argent et on s'amusait finalement sans avoir beaucoup d'argent en poche. Ça représente une dimension de la ville, je dirais, qui remonte un petit peu dans le lointain passé, une dimension un peu romantique, un peu mythique finalement de cette ville. Et ça nous fait aussi penser que il y a très longtemps, il y a eu une audace, un grand défi de réaliser de grandes choses, et c'est une source d'inspiration aussi à réaliser de grandes choses aujourd'hui et à ne pas se laisser limiter, je dirais, par les difficultés. À titre personnel, je vois en lien avec cette collégiale une spiritualité ouverte à l'image de cette ville, ouverte sur le monde, empreinte de liberté, de tolérance, une spiritualité du XXIe siècle fondée vraiment sur cette notion de citoyenneté du monde. Tous ces échafaudages, ça vous fait quoi? Alors, ça ne me fait pas très plaisir. J'aime beaucoup mieux l'avoir sans ces échafaudages. Par contre, c'est nécessaire et je suis reconnaissante à la ville de prendre soin de ce bâtiment. Alors, la collégiale représente pour moi d'abord un lieu de culte. Elle représente aussi un lieu ouvert où les gens peuvent venir, visiter, mais aussi prendre du temps dans le silence pour se placer devant Dieu. Justement, vous dites dans le silence, mais cette collégiale, elle a aussi une dimension politique, symbolique pour toute la ville. Est-ce qu'on y trouve vraiment la paix dans cette collégiale? La collégiale est un lieu assez simple, avec des lignes assez simples, un lieu assez sombre, l'éclairage est très discret, la voûte est étoilée, ce qui nous amène à rêver. Et puis, on a un livre d'or où on nous écrit souvent que c'est un lieu magique, un lieu qui procure un sentiment de paix. L'association pour la collégiale a été créée en partie pour représenter les utilisateurs dans la commission de construction, parce qu'évidemment ces travaux, ça crée en fait plein de problèmes, si on veut, d'organisation des activités sur la colline de la collégiale. Donc évidemment, quand la restauration attaquera l'intérieur, ça créera plein de problèmes pour savoir qui fait le culte, où, comment, est-ce qu'on aura encore la place. Là, on est à l'extérieur et peut-être ce qui nous touche le plus pour l'organisation de nos activités, c'est que le cloître n'est plus accessible. Ce n'est pas un drame en soi, puisqu'on va le retrouver encore plus beau qu'avant. Mais c'est vrai que des soirées musicales dans le cloître, on ne peut actuellement pas en faire. Alors c'est vrai que la restauration va coûter énormément d'argent. La première phase pour l'extérieur coûte déjà plus de 8 millions de francs. Mais bien sûr, c'est une église, mais je crois que c'est un symbole pour tous les Neuchâtelois, particulièrement peut-être pour les Neuchâtelois de la ville. La collégiale avec ses 2 flèches, c'est un symbole de la ville de Neuchâtel, c'est sa silhouette si on veut.
Alors, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très belle quand même. Si on la regarde, peut-être qu'avec les échafaudages, ça se voit moins, mais encore c'est intéressant. Mais elle est très belle, elle est agréable pour les concerts, pour les cultes. C'est un lieu de rencontre chaleureux. Toutes sortes de raisons qui font qu'on l'aime. Et comme médiéviste, évidemment, c'est un magnifique monument qui nous vient du Moyen-Âge. Rien que d'être dans le cloître, s'il n'était pas en restauration avec des échafaudages derrière moi, c'est un lieu vraiment dans lequel on peut très bien se ressourcer, de même que l'intérieur de la collégiale encore actuellement. La construction de la collégiale débute vers 1190 par l'édification en style roman du chœur et du chevet. La suite de l'édifice est érigée en style gothique cette fois, entre 1200 et 1453. Puis une touche finale néo-gothique est enfin donnée en 1870 par l'architecte Léo Châtelain avec l'ajout de flèches et de gargouilles au sommet des tours. Alors, le chantier de la collégiale commence vers 1190, à la fin du XIIe siècle, un moment justement où les comtes de Neuchâtel sont en train de se fonder une capitale. Un projet d'église romane, inspiré de style, disons, germanique, rhénan. Et il commence à une vitesse extrêmement rapide qui dénote des moyens très importants. Ce chantier s'arrête brusquement à la fin du XIIe siècle, sans qu'on sache exactement pourquoi, puis recommence au début du XIIIe dans un style complètement différent, d'inspiration gothique, bourguignonne, plus particulièrement la cathédrale de Lausanne. Et il va beaucoup plus lentement puisque l'église ne sera terminée qu'en 1275, qui est la date de sa consécration. Alors comme tous les bâtiments anciens, la collégiale n'est en réalité jamais vraiment terminée, elle évolue en permanence jusqu'à nos jours en réalité, avec de grandes étapes, construction de la tour sud au XIIIe, XIVe siècle, construction de chapelles extérieures, le grand incendie de 1450 qui va provoquer toutes sortes de réparations et de travaux nouveaux, en particulier sur le cloître. Et puis finalement, la dernière grosse évolution est très récente, c'est dans les années 1860-70, les travaux de Léo Châtelain qui vont donner à la collégiale sa silhouette actuelle, qui était alors complètement différente. Parmi les éléments les plus marquants de la restauration de la fin du 19e de la collégiale, il y a la construction de la tour nord et la reconstruction d'une bonne partie de la tour sud, les 2 étages du bas et la nouvelle flèche. Et avec ces éléments constructifs, beaucoup d'éléments décoratifs, parmi lesquels les gargouilles, qui sont dans un parfait goût du 19e siècle, la façon dont le 19e siècle percevait le Moyen-Âge. On peut se demander pourquoi une telle restauration au XIXe siècle, alors que l'élément déclencheur en 1859 était juste la chute du coq touché par la foudre. Alors le contexte est favorable, des restaurations de ce type-là se font ailleurs en Europe, en général dans les plus grandes villes que Neuchâtel, mais les Neuchâtelois n'aiment pas beaucoup la forme de leur tour et toutes les réparations qui se sont succédées, qui donnent une impression un peu patchwork. La bourgeoisie de Neuchâtel, qui a besoin de marquer encore son existence, dispose aussi de moyens financiers hérités de David de Pury. Alors à l'image des 2 flèches de la collégiale qu'on a derrière nous, c'est une façon de montrer le prestige et la grandeur de Neuchâtel. La collégiale mélange ainsi les styles architecturaux et les motivations à la base de son édification. Asseoir une capitale au XIIe siècle, avec le château et l'église côte à côte pour les comtes de Neuchâtel, ou encore affirmer sa présence au XIXe pour la bourgeoisie. De même, la diversité des matériaux utilisés interpelle, à l'image des tuiles multicolores dites bourguignonnes. Alors depuis ici, on a l'avantage de pouvoir voir, de remarquer, de lire sur le bâtiment différentes étapes de son histoire. On trouve en particulier sur la partie haute ici, différents matériaux. On remarque qu'on a des blocs jaunes et des blocs blancs qui distinguent différentes étapes de construction. On y voit aussi très clairement la couleur rouge compris une bonne partie des murs. C'est la couleur rouge, la rubéfaction issue de l'incendie des toitures en 1450. Voilà des traces historiques tout à fait visibles. Plus évidemment encore, on voit une toiture très particulière qui est très caractéristique aujourd'hui de la collégiale, faite de tuiles vernissées. Or, cette caractéristique très forte n'est en rien médiévale, c'est une invention de 1870, mais aujourd'hui, évidemment, ça fait partie de l'image du bâtiment.
En dessous, on voit encore d'autres éléments intéressants. On retrouve nos pierres blanches qui caractérisent une phase de construction, mais on y voit surtout la peinture jaune qui a couvert sous l'Ancien Régime l'ensemble du bâtiment. Et on oublie souvent aujourd'hui que la collégiale était ocre, était peinte, alors qu'aujourd'hui on s'attendrait à avoir une pierre nue sur l'ensemble du bâtiment. Nous nous trouvons ici devant la copie d'une inscription qui fait tout le tour de la tour de la collégiale. C'est la copie d'une inscription qui avait été posée en 1428 et qui marquait la fin de la construction de la collégiale et la dédicace à la Vierge Marie. Alors c'est un élément étonnant de la restauration du XIXe siècle puisqu'elle a été démontée et remplacée par une copie. Alors, chose étonnante et plaisir pour l'historienne, on a retrouvé une lettre de M. Depierre qui possédait la maison de Trois-Raux et qui a demandé à racheter les débris de la collégiale. Et il les a mis dans sa petite tour, un pavillon de plaisance qui a été construit dans un goût médiéval près de Boudry. Comment? Un bout de la collégiale dans les dits caveaux de vin de Boudry? Impossible. Et pourtant oui, le travail des historiens et archéologues le confirme, même si les inscriptions sont aujourd'hui en grande partie recouvertes par du crépi. Mais revenons à la collégiale. Pour permettre à ce patrimoine et symbole pour les Neuchâtelois d'exister, plusieurs professions gravitent autour du bâtiment, à l'image des tailleurs de pierre. À suivre dans notre prochain rendez-vous le 29 septembre pour découvrir les métiers de la restauration. Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver dans Passerelle. Mais où est passée la collégiale? Bien sûr, l'église est toujours sur sa colline, mais l'enveloppe d'échafaudage qui la recouvre est vraiment très épaisse. Passerelle a souhaité percer le mystère de tous ces travaux en allant à leur rencontre dans une deuxième émission sur la collégiale des architectes, restaurateurs et tailleurs de pierre qui ont transformé l'édifice en paquet cadeau. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le cadeau promet d'être magnifique quand les travaux seront terminés aux alentours de 2020. Inscrite au cœur du chef-lieu, la collégiale de Neuchâtel se voit de loin. Elle est même la première image de la cité lacustre depuis la sortie d'autoroute à la hauteur de Serrières. Des flèches pointues qui montent droit vers le ciel et au sommet, des restaurateurs qui remédient centimètre par centimètre aux affres du temps. Pour assumer les travaux de conservation, restauration, nous utilisons la plus large palette de produits, de techniques et de matériaux qu'il est possible, avec l'aide de la chimie, avec l'aide de poussière de sable, avec l'aide de compresses chimiques, etc. Même si c'est de la pierre, c'est effectivement en douceur, sachant que ce qu'on cherche avant tout à préserver, c'est l'épiderme, la peau de l'édifice. Vous êtes déjà dit en restaurant un objet, mais ma parole, là, j'ai pas le droit à l'erreur. Si je me plante, c'est l'histoire qui part. Alors, c'est quelque chose que je me dis souvent. Je garantis pas qu'on dorme toujours très bien, parce que la responsabilité est effectivement énorme et c'est un peu comme un patient qu'on traite et dont on doit garantir la survie au minimum. Sachant qu'on est finalement qu'un maillon dans l'histoire de l'objet, du bâtiment, qui va nous survivre, lui, je l'espère, beaucoup plus longtemps. Alors la collégiale est symbolique, elle est au sommet de la ville, elle surplombe l'acropole de Neuchâtel, si on peut dire comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'yeux qui sont rivés sur ce qui va se faire, si les choses vont bien se faire, si on va respecter cette grande dame, si on va la retrouver après plus belle qu'avant, si on a pu conserver malgré tout sa patine originelle. Là, vous faites quoi? Je suis en train d'asperger les murs avec de l'eau oxygénée pour traiter les lichens, les mousses et les algues. Et puis après, on va les brosser. Ça, c'est de nouveau de l'eau oxygénée, mais cette fois-ci dans une mousse, un gel pour que ça reste sur la surface, ça peut agir sur la surface un peu plus longtemps. Et puis après, je vais faire avec la brosse. Donc, de nouveau, pour traiter ces lichens, algues et mousses. En fait, le problème, c'est après les lichens viennent les mousses et puis tout ça, il retient beaucoup d'eau. Et puis ça, c'est un bon milieu
quand il y a des graines qui tombent des oiseaux, des crottes des oiseaux, que là, c'est une possibilité pour les graines de prendre place, c'est-à-dire de faire des racines. Et puis c'est là quand il y a les plus grandes plantes où il y a où ça endommage. À parole, vous lui brossez les dents, hein? Oui. C'est ce qui est important aussi. On enlève les mousses partout, que ce soit dans les creux ou ailleurs. On est obligé d'intervenir partout. C'est pas un peu fatigant de faire ce boulot? Non, je veux dire, bon, il y a des fois où c'est dur, surtout quand il fait très chaud, mais autrement, surtout quand on a des objets comme ça, on a hâte plutôt que ce soit fini. Vous dites, surtout quand on a des objets comme ça, il est beau? Enfin, il a quoi cet objet? Quand on a des visages comme ça, voilà, il y a toujours une histoire et puis ça fait sourire. Et qu'est-ce qui vous plaît dans la restauration? Là maintenant ici, c'est en fin de compte surtout l'état des pierres. C'est quand on arrive à réobtenir l'état de la pierre sans mousse, sans lichen, et on voit ses veinages, on voit ses couleurs, on voit tous les détails de coquillages qui sont vraiment de la pierre de Haute-Rive. Et ça c'est très riche quand on voit les sculptures. Je veux dire, chaque sculpture a aussi quelque chose, et puis à chaque fois, ça fait sourire quand on retrouve les détails complets, quand il n'y a plus de mousse, et voilà. Donc ici, on se trouve devant un témoin intéressant, toujours la gargouille, et puis qui nous présente deux aspects, deux visages. Le visage avant son nettoyage tel qu'on l'a trouvé, et puis ensuite sur sa partie gauche, l'apparence qu'elle prend en cours de nettoyage. Donc ici, par exemple, on a plusieurs types de lichen. Du lichen, ici différents types. On voit des dépôts de calcin, calcaire, accompagnés d'une croûte noire épaisse, et puis qui sont en bordure d'une zone où la pierre a été attaquée par cette croûte. Alors là, je vais sabler la zone noire, c'est une croûte noire. Je vais projeter du sable pour éliminer cette croûte noire sans atteindre la pierre. Alors, je fais un petit essai. Alors voilà, c'est un travail qui demande beaucoup de patience, on avance millimètre par millimètre, mais on y arrive et le résultat est quand même satisfaisant. Et c'est pas ennuyeux? Non, non, pas du tout, non, ça va. C'est assez méditatif, mais ça demande quand même pas mal de concentration. Ce travail de restauration, c'est quoi? C'est une passion, un boulot? Comment vous le qualifieriez? Je crois que sans hésiter, je dirais une passion. C'est l'histoire qui m'est déposée un petit moment dans le creux de la main. Et puis ensuite, ce moment d'histoire, je dois le transmettre le mieux possible pour que celui-ci me survive le plus longtemps possible. Et quelqu'un d'autre, après moi, se chargera de s'occuper de transmettre ce petit moment d'histoire plus loin à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants. Métallisé. Et ensuite, le rôle de l'architecte sur un chantier d'une telle envergure est celui d'abord de coordonner l'ensemble des intervenants, puisque interviennent ici à la collégiale des restaurateurs, des tailleurs de pierre, des spécialistes de la tuile, des spécialistes de la charpente, des chimistes, des pétrographes, des physiciens, des ingénieurs, naturellement. Donc c'est véritablement une équipe extrêmement complexe qu'il faut coordonner. Et ça, c'est le premier rôle de l'architecte, c'est celui de la coordination. L'architecte a également le rôle de proposer l'image finale de la restauration de l'édifice, du bâtiment. Par exemple, le cloître que nous voyons là, nous avons un peu plus et nous prenons un tout petit peu plus de liberté, puisque par exemple pour la tuile, aujourd'hui on voit que cette tuile qui date entre le début du XXe siècle et les années 80, on va faire une intervention qui va modifier très vraisemblablement l'image de la toiture. Là il s'agit de deux tuiles qui sont brunes,
qui ont une engobe brune, eh ben, on va choisir un autre type de tuile, une tuile qui est beaucoup plus mouchetée, nuancée dans les brins. Des exemples peuvent être le château que l'on voit au fond, plutôt la toiture du château ou la toiture de la salle du Grand Conseil, qui sont un type de tuile déjà mouchetée. On va s'inspirer de ces éléments-là pour faire la couverture du cloître. Qu'est-ce que ça représente un chantier comme la collégiale pour vous? Ça représente beaucoup pour un architecte, et en tout cas une église comme ça qui a plusieurs centaines d'histoires est intéressante par toutes les personnes qui s'en sont occupées les unes après les autres. Chaque génération, chaque siècle a déposé sur ce bâtiment une couche qui lui appartient et qui enrichit au fond le premier bâtiment archéologique. Là, on est au sommet. De nouveau, il y a des forces incroyables du vent et aussi une réponse architecturale. On est ici à la jonction entre, c'est la fin du monde de la pierre, on est tout en haut de la flèche en pierre, et à partir de là commence la hampe métallique qui tient les croix, les deux croix qui couronnent au fond les deux tours du transept. Et le passage de la pierre au fer est extrêmement important parce qu'elle ne permet pas de la moindre vibration d'être absolument stable, et on a ici ce magnifique système de clés qui retient, qui ancre en quelque sorte la croix au bulbe de pierre. Et il faut savoir ensuite que la hampe métallique plonge dans la pierre sur plus de 4 mètres, de manière à solidariser le tout et à résister aux efforts du vent. On le sent très bien, pourtant on est protégé par les échafaudages, mais lorsque on aura démonté les ponts, cette flèche retrouvera au fond le plein vent, ce vent debout, des vents qui peuvent avoir des forces extrêmes. Et ça a résisté au pire vent, puisqu'effectivement on voit que tous les assemblages sont restés totalement immobiles et qu'on a affaire à une construction parfaitement résistante et parfaitement adaptée à la rigueur de ces vents du lac de Neuchâtel. On se trouve sur la flèche sud de la collégiale de Neuchâtel. On se situe tout en haut de la flèche où une importante dégradation par le temps a été provoquée. Donc on aperçoit ici une importante dégradation et d'importantes fissures dues à des mouvements et à des dilatations par des goujons par une précédente restauration qui ont provoqué toutes ces lacunes. Donc notre travail aujourd'hui est de restaurer et de remplacer les éléments en pierre qui ont été partiellement dégradés au fil du temps. Vous voyez, donc là je vais reprendre le profil exact de la moulure d'origine pour pouvoir refaire les profils et les panneaux des éléments de pierre à remplacer. Donc ici je vais reprendre le profil de façon à pouvoir retracer les éléments pour pouvoir les retailler à l'identique. Le tailleur de pierre, il faut déjà qu'il voie dans l'espace, il faut quand même qu'il voie en 3 dimensions, parce que même avec les panneaux et les profils, il faut que le tailleur de pierre puisse voir sa pierre dans sa tête en volume réalisé. Et bon, il faut être bon en géométrie, et puis après c'est que de l'application et une méthode ancestrale qui n'a pas changé depuis des siècles et des siècles. 19 ans et vous remplacez déjà ces pierres sur la collégiale. Oui. Donc oui, j'ai commencé ce chantier quasiment à la fin de mon apprentissage. Donc l'apprentissage, on apprend à tailler les pièces qui sont de base des moulures et tout. Et après venir sur un chantier comme ça, c'est apprendre le remplacement et à les mettre en place en fait dans leur vraie valeur, quoi. Bon. Puis là, vous êtes alors sur les traces des ancêtres en fait. Ces pierres, elles ont été posées il y a plusieurs centaines d'années. Oui, il y a bien des générations avant moi qui sont déjà venus ici construire. Et c'est bien de pouvoir perpétuer un métier qui est en train de se perdre, quoi. Ouais. Ça vous a appris quoi, ce chantier? C'est quoi? Les gens avaient la passion de construire des cathédrales le plus haut possible? Vas-y. Ouais, à mon avis, ils voulaient se rapprocher le plus près du ciel, quoi, pour être le plus proche du bon Dieu. Et
Ouais, pour moi, c'est une vue magnifique. Et vraiment, c'est une chance inouïe que je puisse être ici. Attends, je redécale un peu. Voilà. T'as un rouleau à me donner. C'est spécial hein, comme technique. Ouais, mais on se fatigue pas. C'est bon, c'est bon. C'est vieux comme le monde, hein. Ça date des Égyptiens, les roules. Hein. Donc on peut transporter des charges assez lourdes sans forcer. Et tu vas jusqu'où là? Ouais, c'est bon. Attends. Voilà. Vous-même, vous êtes un peu le descendant des bâtisseurs de cathédrales, quelque part. Vous avez de l'admiration pour vos aïeux? J'ai de l'admiration parce que les moyens techniques étaient moindres qu'aujourd'hui. Ils travaillaient avec des échafaudages en bois. Au niveau des manipulations et des manutentions, ils travaillaient avec des poulies, avec des démultipliés, hein, comme au temps des Égyptiens. Mais l'évolution technique nous aide dans certaines tâches. Mais l'esprit de la taille de pierre est resté le même, de l'outillage à la pose des éléments en pierre. Donc maintenant on est en train de monter la pierre, on a pu la monter avec le treuil électrique jusqu'à 20 mètres de haut. Et donc il nous reste encore à peu près 20 mètres à monter avec un palon à chaîne d'étage en étage pour la monter jusqu'en haut de la flèche sud. Physique, hein? Physique. Sachant qu'il y a quand même des démultipliés, mais vu que la pièce est assez lourde, donc ils construisaient haut, hein. On peut toujours se référencer à la tour de Babel dans la Bible, hein, construire haut pour se rapprocher de Dieu. Mais il y avait aussi toujours la course, on va dire, des architectes et des villes à avoir le clocher le plus haut de la région. Pourquoi construire si haut? Moi, je pense que les tours et les flèches et les clochers ont toujours été considérés comme les ornements d'une ville, les ornements d'un siège. C'est comme les couronnes, enfin comme les pointes d'une couronne. Enfin, ça donne une espèce d'allure, de préfiguration de la Jérusalem céleste sur la terre. Il y a aussi, au XIIIe siècle, au XIVe siècle, on est très attiré par les prouesses techniques. Cette envie de réussir techniquement des structures toujours plus extraordinaires, et toujours plus extravagantes et toujours plus miraculeuses presque. Donc, dimension technique, beauté, mais pour vous, la dimension spirituelle, c'est pas une réflexion pour vous? Oui, je pense que ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est très intériorisé à notre époque. Je veux dire qu'il y a les manifestations de la foi n'ont probablement pas la même ampleur ni la même répercussion publique qu'elles pouvaient l'avoir au Moyen-Âge, au XIIIe ou au XIVe siècle. Et aujourd'hui, au fond, chacun lit de façon plus intimiste et plus personnelle ces mêmes structures qui auparavant devaient rayonner ou avoir un effet général sur toute la collectivité. Signe de l'ambition de certains puissants pour les uns, prouesse technique pour les autres, la collégiale de Neuchâtel rappelle aussi beaucoup de souvenirs à la population locale, à l'image du ferblantier Gérard Rubelli, venu voir le décrochage par hélicoptère de la flèche qu'il avait lui-même installé 30 ans plus tôt. Vous êtes venu exprès pour voir ça ce matin? Ah oui, tout à fait. J'habite juste de l'autre côté. Ça vous fait quoi alors? Ça fait déposer ce qu'on a posé, c'est pas évident. On travaillait sur ces toits un peu comme des kamikazes avec des échelles à latte. Aucune protection si on dévissait, mais si on glissait, nous c'était un peu la cata. Hein. On était sur le dos. On tapait des talons pour casser les tuiles, puis pouvoir s'arrêter avec les mains, agripper les tuiles où il y avait les trous. Parce que si vous vous mettez à plat ventre, vous n'arrivez pas. Quand je vois maintenant comme ça est, bon, les tuiles ont tenu. Le problème, c'est de nouveau le bois qui est détérioré par des infiltrations qu'on ne pouvait pas faire étanche à l'époque. Alors là, c'est l'étape un peu critique. Hein? Oui, c'est l'étape décisive. Donc là, on va encastrer le caillou à la place de l'ancien, en fait. Hop.
Voilà, mission accomplie en fait. Oui, la mission est accomplie, la pierre est encastrée, donc il ne reste plus qu'à la régler, la mettre d'aplomb et ajuster les tailles par rapport à l'existant. C'est monter une pierre comme ça jusqu'en haut, l'encastrer, maintenant c'est fait. Votre sensation? On est content, bien fatigué, donc on se motive pour la deuxième pièce qui sera exactement sa jumelle, ce sera la prochaine étape. Pierre après pierre, les restaurateurs redonnent à la collégiale une nouvelle jeunesse. Sur les traces des bâtisseurs de cathédrales, ils perpétuent cette envie des hommes de monter le plus haut possible vers le ciel, parfois au risque de leur vie. C'est à ce prix que la collégiale trône depuis des siècles au-dessus de Neuchâtel et rappelle à la population la dimension spirituelle de la vie. À l'occasion du bal du millénaire de la ville, sur l'esplanade de la collégiale, la colline du château s'est illuminée de 1000 feux. Parions que dans 1000 ans, les Neuchâtelois pourront toujours contempler avec autant de plaisir leur collégiale.